Eh bien, salut Axel, c'est un grand plaisir de t'avoir en interview dans ce numéro. Toi qui es le Salut. fondateur et gérant d'Aniki, le premier jeu de cartes sur des mangas français. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet et de parler de ton entreprise, raconte-nous un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne qui tu es et d'où tu viens. Alors mon parcours, c'est assez simple, j'ai envie de dire, hein. Enfin non, pas tant que ça. Moi, pour t'expliquer un petit peu, de base, je fais des vêtements. De base, Aniki, c'est une marque de vêtements. Bon, la vraie base, c'est que moi, j'ai toujours été fan de dessin, toujours été fan je suis quelqu'un de créatif en règle générale. Et j'ai toujours voulu vivre un petit peu de ma créativité. Donc au départ, je voulais me mettre un peu dans tout ce qui était marketing. Donc j'ai fait des études en marketing, j'ai fait des études en marketing digital, ce genre de choses. J'ai bossé pour certaines boîtes pour aider à leur faire un plan de com. Donc moi je me régalais sur tout ce qui était vidéo, tout ce qui était visuel. C'était vraiment très bien. Mais par contre j'étais quand même assez limité parce que je bossais pour une boîte de sport de combat. Et après j'ai bossé pour Géant Casino. Donc du coup je faisais tout ce qui était les pubs pour Coca-Cola, les pubs pour Danone, les trucs comme ça. Donc en fait on a des chartes graphiques hyper strictes et on n'a pas trop de liberté en termes de créativité justement. Et, euh, et du coup, en parallèle de tout ça, j'avais des jobs à gauche à droite, j'ai fait maçon, j'ai fait poissonnier, enfin, j'ai fait plein de petits jobs. Et à côté de ça, j'avais ouvert une micro-entreprise euh, qui s'appelait Aniki, qui s'appelle toujours Aniki d'ailleurs, et je faisais des vêtements. Alors de base, c'était des vêtements sur du manga, donc en fait, je refaisais des designs qui me plaisaient bien, je créais des designs autour de personnages qui me plaisaient bien, Jojo Bizarre Adventure, Dragon Ball, Bleach, ce genre de choses. Et avec ces vêtements, j'offrais des stickers. Alors ces stickers, c'était des dessins que j'avais fait moi de mon côté et que je me suis dit tiens je vais en faire de sortes de cartes Pokémon à la con, je trouvais ça rigolo. Et ces stickers je les offrais, c'est-à-dire qu'admettons t'achetais un t-shirt sur Itachi, t'avais un sticker sur Itachi, c'était offert. Et en 2020 je crois ou 21, un truc comme ça, 22, enfin il y a quelques années, j'ai fait une convention. C'était à Alès, je m'en souviens, c'était la toute première convention que je faisais, très loin de Japan Expo, Paris Manga, ce genre de truc, hein. C'était vraiment un truc à l'échelle humaine, tout petit. Mais j'y étais quand même allé, et j'étais allé avec les vêtements. Et donc du coup, ben, je proposais les vêtements à la vente, et je proposais aussi mes stickers à la vente. Et pendant toute la convention, j'ai dû vendre, si j'ai vendu une dizaine de t-shirts, c'est le bout du monde. Par contre, j'ai vendu tous mes stickers. J'ai vraiment vendu tous mes stickers. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire avec les cartes. Donc je me suis mis un petit peu sur le sujet. J'ai vraiment bossé à fond du coup, trouver un fabricant, trouver comment faire des cartes finalement. Parce que bon, on ne s'invente pas créateur de cartes du jour au lendemain, surtout quand de base on fait des vêtements. C'est pas juste faire des dessins. Et bon, en me formant un peu à gauche à droite, des vidéos sur YouTube, j'ai rencontré des créateurs, des trucs comme ça, j'ai créé Aniki TCG. Donc au début, c'était un jeu de cartes un peu sur tout, c'est-à-dire beaucoup de mangas japonais. Et à force de faire des conventions, j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des maisons d'édition, et je suis un peu tombé amoureux du manga français. Donc du coup de cet univers qui est plus proche de nous que du manga japonais, je trouve. On a plus facilement les rêves, l'humour il nous touche plus, enfin du moins moi il me touche plus. Et je me suis dit, ben en fait, faut absolument mettre en avant ça, faut absolument mettre en avant ces artistes et ces créateurs qui font du travail de fou et qui sont pas du tout mis en avant par les grosses maisons d'édition ou même en règle générale par le public, aux yeux du public. Le manga français n'existe pas, alors que c'est colossal comme marché, c'est vraiment trop bien et hyper intéressant. Et c'est là que je me suis dit, allez, on va arrêter le manga japonais et on va se concentrer à 200% sur le manga français. Et du coup, en 2024, si je dis pas de bêtises, j'ai lancé Aniki sur du manga français. Ok, là on est en 2024 quand tu lances ça. Et toi, Yes. ça faisait longtemps que tu avais découvert le manga français. Et est-ce que tu étais fan de séries ou c'est vraiment ta rencontre avec les auteurs qui t'a fait dire je vais faire des cartes? C'est vraiment ma rencontre avec les auteurs. Je pense que un peu comme tout le monde, je connaissais les Wakfu, tout le travail que fait Tony Valente, la famille Lemaire, ce genre de choses. Ça, je connaissais, j'avais déjà lu. Mais c'est vraiment ma rencontre avec les auteurs m'a vraiment
pris au cœur et qui m'a donné envie de bosser avec eux. Moi, je fonctionne beaucoup à l'humain. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu de nos jours, ou surtout quand entre guillemets, euh, et de plus en plus dans le business, entre guillemets, il y a de plus en plus de sous à la clé. Les gens sont de moins en moins humains et sont de plus en plus durs avec toi. Pour rien, hein, et je trouvais que c'était ce côté humain là qui m'avait vachement plu avec ces auteurs là. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie à mon échelle, mettre en avant leur travail et du coup collaborer avec eux. Ok. D'accord, ça, c'est bon. C'est bien parce que tu es sur l'autoroute, tu continues sans que j'ai besoin de poser des questions. Je suis une vraie pipelette, mec, hein. Je J'ai suis désolé, des, hein. j'ai des questions, je me dis, bon, bah, je les garde. Enfin, j'ai pas besoin de les poser, du coup, t'as déjà répondu. Ah, c'est lourd. On va plier ça en Euh, deux. c'est ça. Alors, du coup, l'un de tes slogans de ton entreprise sera plus tard, l'avenir du manga est en France. Est-ce que tu peux développer ce que tu as voulu dire par là? Ben, moi, je trouve que. Comment expliquer? C'est déjà, de un, je trouve que ça claque, on va pas se mentir, moi j'aime bien cette phrase, je la trouve stylée. Et de deux, je suis vraiment persuadé que avec les talents qu'il y a en France, et quand je dis ça, je parle pas forcément que au niveau du manga, je parle vraiment en règle générale dans tout ce qui peut s'apparenter à la japanimation, à tout ce qui est mangaka, ce genre de choses. Je trouve que les Français on est quand même en Occident les meilleurs. On va pas se mentir, on est aussi ceux qui en consommons le plus. Donc premier pays de consommateurs de manga juste derrière le Japon. Et on est très loin du troisième. Donc on a aussi été bercé par ces mangas japonais, que ce soit nos grands frères, nos parents, avec le club Dorothée, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre ADN, entre guillemets. C'est au même titre que genre le pain chez nous, tu vois, c'est quelque chose de très très important pour nous, le manga. On n'a qu'à voir le nombre de collaborations qu'il y a avec de tout, avec Célio, enfin, vraiment avec tout. Et pour moi, l'avenir du manga est en France parce que même certaines personnalités publiques, certains influenceurs s'y intéressent et font des choses dans ce sens-là. Je pense à Inox, je pense aussi comment il s'appelle, à Le Rire Jaune, qui eux aussi ont fait leur propre manga. C'est Emmanuel qui Macron, ici? qui va à Japan Macron. Expo, qui Et reçoit les ça aussi, Shikishi. carrément. Carrément, Macron à fond pour essayer d'avoir encore un quinquennat, même s'il peut plus. Mais, mais c'est vrai que même jusque là, il a fait des posts sur Oda, je crois même, il a reçu un Shikishi, c'est ce dont tu parlais de Oda, c'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment. Et je trouve qu'en règle générale, la France a vraiment intégré le manga à 200% dans sa culture. Même si c'est pas sa culture de base, elle a vraiment intégré à 200%. Et je trouve que c'est quelque chose dans lequel où nous on est en avance comparé aux autres. Par rapport, là je disais aussi au niveau de l'animation, là il y a Vincent Chazard qui casse tout chez la Toei. On a pas mal de maisons d'édition qui sont dédiées au manga en France, ben, notamment Keep on Dream, qui sont dédiées à ça. Et c'est quelque chose que tu vas pas forcément retrouver, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne. Je pense qu'en Espagne, tu vas avoir, il y en a quelques-unes. Là, il y a eu aussi la très belle collaboration sur, comment ça s'appelle, c'est, Manga Isho? ouais, exactement, merci, Manga Isho. Ça, c'est, je sais pas, hein, mais je suis quasiment sûr que c'est à l'initiative des Français, je pense. Parce que ben on est un peu en avance sur tout ça. Et quand tu regardes un petit peu même l'influence qu'a tout ce qui est Japanimation de ce genre de choses dans même les autres médias, là c'est trop con, mais j'ai regardé comment il s'appelle là, il y a pas longtemps, j'ai regardé le chapeauté 2. Eh ben, on ressent de fou la Japanimation dedans. Et je trouve qu'en France, c'est quelque chose qu'on a intégré très rapidement et qui, ben, du coup, va faire que, ben, dans un avenir plus ou moins proche, le manga français sera au même niveau que le manga japonais. Quand on voit que
Ben là, il y a Dreamland qui va être adapté en animé. Ça sera du coup le deuxième, voire troisième animé français, donc c'est vraiment exceptionnel. Il y a même Stark qui m'a dit, bon ça c'est un privé, mais bon, il me l'a dit, qu'il avait peut-être deux, trois portes ouvertes au Japon aussi. Donc en fait, on est plus ou moins en train de grappiller du terrain sur ce qui se passe en termes de manga. Et maintenant, le seul truc qu'il faut, c'est que le public suive, qui est plus ce frein psychologique de se dire ouais c'est français donc ça sera pas bon, tu vois. Parce que là, le problème que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent entre guillemets le manga français sans avoir goûté le manga français. Euh, et je pense qu'une fois qu'on aura passé ces mini barrières, sincèrement, on va avoir une multitude de petits auteurs qui ont un talent fou, qui vont émerger à gauche, à droite. Je pense à Kari, je pense à Elio, Poisson Labo, qui font un travail exceptionnel et qui, eux, demandent juste à être véritablement mis en avant et que les gens se disent, bah, c'est bon, manga français, manga japonais, on s'en bat un peu les couilles, quoi. À partir du moment où c'est stylé, on y va, quoi. Et pour moi, je pense que la France fait partie des pays qui est le plus en avance et le plus à même de devancer ou d'être entre guillemets au même niveau que tout ce qui est au Japon, quoi. Super. Il y a aussi en rêve, tu vois, tu disais la Japanimation maintenant est partout. Même dans les docus, même dans les JT, des fois on voit des passages. Et Carrément. tu vois, ça me fait penser, alors là pour le coup c'est vieux, mais pour se dire qu'on avait déjà un peu mis des rêves comme ça, mais dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu vois, d'Alain Chabat dans les années 2000, au moment du combat entre Numéro Bis et Amon Ouais, Bobby, ouais, je ouais. crois, le méchant là, c'est Ils se mettent complètement... des. c'est Ah, mais complètement c'est Goku un et animé, Vegeta, hein. quoi. C'est C'est fou. Goku contre Vegeta, hein. C'est Je- Goku contre Vegeta. Et même là, tu vois, tu me fais penser à Creed. Je sais pas si tu l'as vu, le Ouais. dernier Creed. Ah, Hmm. le combat à la fin, c'est Naruto Sasuke, quoi. Donc, c'est Ouais. vrai que en fait, le média, la Japanimation, c'est tellement un truc puissant qu'on peut utiliser dans tout et n'importe quoi. Et il y en a qui arrivent à le faire, et il y en a qui le font très bien. Mais là, tu parlais d'Astérix et Obélix, la dernière série animée Ouais, d'Alain Chabat aussi. d'Astérix et Obélix. Ah, tu regardes, il y a des scènes, il y a des impact frames et tout, des Hmm. impact frames dans Astérix et Obélix, mais jamais de la vie j'aurais imaginé ça. C'est Et trop bien, c'est même vraiment dans trop bien. le, Donc, même dans le deuxième de Astier, en animation, c'est aussi beaucoup là-dessus, avec un mm, espèce de géant Goldorak, etc. Bon, ouais, bref. ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Euh, vrai. Maintenant, si on peut recentrer et parler un peu d'Aniki, est-ce Mm. que, du coup, tu nous as expliqué un petit peu les débuts du projet. Toi, comment ça se passe au niveau de l'entreprise, justement, quand tu commences à faire des cartes sur le manga français? Est-ce que ça prend tout de suite? Est-ce que ça met du temps? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de clients, de gens qui achètent les cartes, pas beaucoup? Ben, au début, moi, la chance entre guillemets que j'ai eue, c'est que le produit des cartes Aniki que je faisais avant, donc sur le manga japonais, a vachement bien fonctionné. Donc du coup, j'ai eu très rapidement une communauté de collectionneurs qui du coup étaient intrigués parce que je faisais, parce que ben, du coup je suis tout seul à faire les cartes, je suis tout seul à faire à l'époque du coup les illustrations, les règles du jeu, ce genre de choses. Et je partageais énormément ce que je faisais sur les réseaux sociaux, donc les gens ça faisait un petit peu leur série, tu vois, où ils découvraient l'envers du décor sur comment est-ce qu'on crée un jeu de cartes. Et du coup, c'est vrai que très rapidement, j'ai eu une communauté de collectionneurs, de joueurs. Donc ça m'a vachement aidé lorsque j'ai commencé à parler un petit peu de mon projet sur du manga français. Évidemment, il y a eu des réticents, évidemment, il y a eu des gens qui comprenaient pas pourquoi ce revirement. Il y a des gens qui ont lâché, mais il y a aussi des gens qui ont été intrigués par le fait d'être 100% français. C'est-à-dire que on est sur des illustrations faites en France, on est sur un jeu créé et imaginé en France. Et là où je trouve que j'ai tiré un petit peu mon épingle du jeu, c'est que j'ai jamais euh, lâcher le fait de faire en sorte que ce jeu de cartes soit un jeu de cartes communautaire. J'ai tout le temps fait participer, que ce soit au niveau de la création des illustrations. Lorsque moi je dessinais, je faisais des lives et j'expliquais, je demandais aux gens, ben, ce perso tu préfères avec les cheveux rouges, avec les cheveux jaunes, tu vois, ce genre de bêtises. Pareil au niveau des règles du jeu.
j'ai beaucoup fait participer les joueurs en fait. J'ai fait 3 ou 4 sessions de bêta test, donc au cumul on était à 3000, à peu près 3000 personnes qui ont testé le jeu avant même que le jeu soit imprimé. Et à l'époque je savais même pas si j'allais le faire, justement parce que je savais pas si j'allais avoir rien que des mangaka qui voulaient suivre le projet. Et du coup, le plus compliqué, c'était pas forcément de vendre le produit, c'était vraiment de trouver les premières personnes qui étaient prêtes à me faire confiance pour lancer un jeu comme ça. Pas forcément financièrement, parce que du coup, c'était moi qui payais les auteurs, mais c'était surtout en mode, c'est tout nouveau, personne ne fait ça, et à l'heure actuelle, personne ne fait ça toujours. Et, euh, et du coup, je me suis retourné vers au départ, c'était du coup la cage génération. Et Quand tu dis les premières personnes, c'est les premiers auteurs en fait à trouver, c'est oui, ça? exactement. Oui, exactement. C'est les premiers auteurs. En fait, c'était ça. Ouais, effectivement. Si je dis pas ça, c'est les premiers auteurs en fait ont été les plus durs à trouver. Déjà parce que je me prenais des petits vues sur Insta lorsque j'arrivais à essayer de les choper en convention, ce genre de choses. Certains n'étaient pas très chauds, ils me prenaient peut-être pour un énième gars qui veut leur proposer un truc, parce que ça, les gens qui viennent en convention avec leur carte de visite et qui te proposent des trucs qui veulent absolument rien dire, ça, il y en a. C'est une Je peux catastrophe, mec. pas, je peux pas en parler. Ouais, je sais que tu peux pas, mais je sais que tu sais. C'est une vraie catastrophe. Mais par contre, la K-Génération, notamment Erwan, m'a accueilli les bras ouverts. Il était très chaud pour participer au projet. Pas toute la K-Génération a participé au bail. Mais en tout cas, ils y sont allés à fond. On a fait des playmats avec eux, on a fait du coup des cartes ensemble. Et de fil en aiguille, je me suis aussi rapproché de Konkuru. Konkuru, c'était, parce que du coup ça n'existe plus, c'était un magazine de prépublication de manga. Donc des one-shots, des séries, ce genre de choses. C'était que sur du manga français. Et là aussi, il n'y a pas tout le monde qui m'a suivi, mais ceux qui m'ont suivi ont fait du très bon boulot. Et c'est avec ça que du coup j'ai pu lancer ma première série. Première série que j'ai lancée en précommande en janvier 2024. Très content des précommandes. Sincèrement, sur un produit comme ça qui émerge de nulle part, quoi, finalement. Surtout qu'à l'époque, pas de budget com, pas de publicité sur Insta, rien du tout, aucune interview, vraiment rien du tout. Tu vois, c'était juste quelques posts sur Insta et let's go, quoi. Et ça a quand même très bien fonctionné. Ça m'a permis de financer la fabrication de cette génération-là, donc la génération 2. Et du coup, à partir de ça, je suis allé voir d'autres créateurs avec les cartes et c'était vachement plus simple du coup. Parce que vu que j'avais déjà le produit fini et que je savais que je faisais un bon produit, c'était assez simple à partir de là. Mais c'est vrai que ouais, le début c'était compliqué et encore une fois, j'ai de la chance. Le plus compliqué, c'était pas de vendre le produit, mais c'était vraiment de donner confiance entre guillemets à des créateurs, à des auteurs pour leur montrer qu'on peut faire du bon travail quoi, ensemble. Ouais. Et finalement, après, comme tu dis, une fois que que t'as le produit dans les mains, là, c'est beaucoup plus facile, t'es beaucoup plus Oui, crédible et tu peux amener des gens en disant, oui, regardez ce que je oui, fais. C'est pas juste un projet, c'est pas exactement. juste des idées. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a une énorme, même actuellement, il y a vraiment une énorme différence entre le début, lorsque je parle aux gens du projet, et le moment où ils ont les cartes entre les mains. Quand je parle aux gens du projet, jeu de cartes à collectionner, sur du manga français, tu sais, ils tirent un peu la gueule. Ils tirent un peu la gueule, ils sont, ouais, encore un jeu de cartes, moi je préfère Pokémon, ce genre de choses. Et après, tu leur sors leur carte, ils tombent, ils bavent, ils voient que du coup, je me jette des fleurs, je suis désolé, mais je fais vraiment du bon travail. En tout cas, vu les nuits blanches que je passe dessus, vaut mieux. Mais c'est exactement pareil avec les auteurs. Les auteurs, lorsque je leur parlais du coup de ce que j'avais en tête, il n'y avait pas grand monde. Mais là, depuis la Gen 2 et l'annonce de la Gen 3, j'ai des DM tous les jours d'auteurs, de petits comme de gros. Je dis pas que c'est signé, que c'est plus simple, tu vois, mais c'est en tout cas le process est beaucoup plus rapide et je suis beaucoup plus rapidement pris au sérieux en tout cas. Ouais.
J'ai envie de dire, on a eu ça me rappelle, nous, notre expérience au Keep on Dream, puisque Carrément. ah, non, mais c'est exactement ça. Avant, quand on était dispo que sur Internet et qu'on parlait des mangas, les gens disaient ouais, ok, des mangas français, bon, je sais pas trop. Pareil, après, on a eu les mangas en version papier, et là, on a pu s'approcher des librairies et avoir des rendez-vous justement avec les libraires. Alors c'est marrant parce que souvent j'ai des stagiaires avec moi ou d'autres gens qui passent par l'entreprise, etc. Et quand on arrivait en librairie, alors pendant l'appel, les libraires c'était pareil en fait, ils nous disaient ouais ok bon, venez quand même, c'était un peu ça, venez quand même vous Ouais, c'est présenter, ça. C'est voilà exactement nous ça. on connaît pas, vous nous dites manga français, bon on va regarder si c'est local, etc. Venez quand même, on sait jamais et tout. Et on arrivait, et là, pour le coup, c'est magnifique, quoi. T'as presque plus besoin de parler, tu leur mets les mangas dans les mains. Et là, nous, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est assez Mm. marrant, quoi. Ils regardent, et là, tout de suite, ils nous disent, ah oui, la qualité, autant la qualité intrinsèque du manga, les dessins, l'histoire, etc., que la qualité de fabrication. C'est ça. Et à chaque fois, ils sont. Après, c'est beaucoup plus simple. Et même, on a eu plusieurs fois, ça c'est assez marrant, les libraires ou même les lecteurs, des fois en convention, hein, des gens à qui tu parles de l'idée sans leur présenter, puis après tu mets le manga dans les mains, qui te disent, ah, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Oui, C'est mais beaucoup. et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais pu dire aussi là, quand tu me parlais de pourquoi l'avenir du manga est en France. Je trouve qu'en France, on a beaucoup plus à cœur de faire des beaux objets. Que ce soit moi pour les cartes, toi pour du coup tout ce qui est impression du manga, tu vois, c'est pas comme comment te dire en vulgarisant le truc, mais c'est pas comme un jump où c'est du papier journal, presque du papier toilette, tout éclaté, tout bidon, tu vois. Quand t'as un de tes mangas en main, tu te dis, ah ouais, d'accord, oui, oui, d'accord, ok. Et tu prends ça, et tu vas pouvoir le mettre chez Kemi no Ito de Romain Buzz, pareil, le manga, tu l'as en main, tu te dis, ah ouais, c'est plutôt pas mal. Date, c'est pareil avec Road to Standard, c'est vraiment pas mal quand tu l'as en main, et je trouve qu'en fait, en France, on a à cœur de faire des beaux objets plutôt que de faire des trucs qui vont nous rapporter plein les fouilles, tu vois. Alors, et c'est ça qui fait que je suis sûr à 100% que le manga français va dépasser le japonais un jour ou l'autre. Donc voilà. Ouais, mais du coup, c'est une micro-parenthèse par rapport à ce qu'on disait, mais je trouvais ça intéressant par rapport à ce que tu Mm. disais, toi, du coup. Ouais, bien sûr. Donc l'entreprise Aniki se développe. Là, tu as fait une première génération qui te permet de financer la deuxième. Et donc ça marche sous forme de génération. Est-ce que tu peux nous expliquer un Yes. peu ça? Alors, en fait, pour t'expliquer, j'ai des générations de cartes, en fait, c'est des collections. Moi, j'ai appelé ça des générations parce que je voulais trouver une appellation un peu simple, tu vois, qui reste en tête et surtout que on peut réduire le mot génération en gène et je trouve ça plus simple. Et en fait, au départ, il y a beaucoup de générations. Là, tu vois, le manga japonais, il commence avec la génération 2, mais il faut se dire qu'il y a eu la génération 0, la génération 1 et la génération 1.5 avant. Et avec la génération 0, bah, c'est les toutes premières cartes que je faisais. C'est sur du manga japonais. En fait, tout ce qui est génération 0, 1 et 1.5, c'est sur du manga japonais. Donc génération 0 c'était vraiment l'alpha, l'interface n'était pas la même, les règles du jeu n'étaient pas la même, c'était vraiment pour tester l'imprimeur et tester de voir ce que je savais faire entre guillemets en termes de cartes, et ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Parce que du coup, à chaque nouvelle génération, je teste des nouveaux trucs, et là du coup génération 0, ben, je testais littéralement tout. Génération 1, là c'était le test du jeu. Donc du coup j'ai changé l'interface des cartes par rapport du coup au jeu. J'ai ajouté des types, j'ai ajouté plein de choses. Vraiment j'ai ajouté beaucoup beaucoup de choses, mais là c'était beaucoup pour tester le jeu. Donc là du coup génération 1. Génération 1.5 cette fois-ci c'était pour changer d'imprimeur. Donc là on a changé d'imprimeur. Le premier me plaisait mais il me permettait pas de faire ce que je voulais. Et c'était relativement cher en plus de ça. Donc génération 1.5, on a changé d'imprimeur. Donc toujours faire un test avant de lancer les choses à grande échelle. Et génération 2, bah, du coup, production à grande échelle avec du manga français. Et c'est là où du coup on a vraiment pu un peu casser la baraque, on a intéressé des boutiques, ce genre de choses. Donc voilà un peu les différences entre les générations. Et bah, du coup la génération 3, c'est la troisième génération de cartes, donc c'est la troisième collection. C'est aussi simple que ça.
Ok. Pour toi, on voit beaucoup, du coup, dans chaque génération, il y a une phase de test. Ça, c'est un truc qui est beaucoup dit dans la création d'entreprises, de projets, même la conception d'idées. Pour toi, c'est très important, du coup, d'aller tester à chaque fois et d'aller tester Ouais. directement avec le public. Toi, tu fais des Mhm. cartes avec les joueurs, mais ça peut se retrouver ailleurs. Je suppose que quand tu faisais des vêtements, tu testais les vêtements avant de les sortir aussi. Oui, oui, non, mais oui, pour moi, c'est. En fait, pour moi, les personnes qui n'ont pas la possibilité de. Ou qui ne le font pas par flemme de tester leurs produits ou tester leurs histoires ou, ou ce genre de choses avant de le lancer, c'est se tirer une petite balle dans le pied. Parce qu'en fait, quand tu testes un produit, auprès du coup, déjà de ta communauté, déjà de un, tu vas pouvoir voir si c'est viable, voir si bah, du coup ça plaît, voir si c'est quelque chose qui peut bah, déjà te rapporter des sous et qui va du coup durer dans le temps. Moi je sais que par exemple j'avais fait des cartes, le premier jeu, ça plaisait, mais par contre c'était impossible que ça dure dans le temps parce que les cartes étaient déjà beaucoup trop fortes. C'est-à-dire qu'il y avait un gros problème d'équilibrage et c'était pas possible en fait de créer un jeu autour de ces règles-là bah, qui dure plus de une collection, tu vois. Donc c'était vraiment impossible. Quand je faisais des vêtements, pareil, moi ce que je testais c'était beaucoup les coupes des sapes. Moi, je suis plutôt, je suis un grand gaillard, tu vois, donc j'aime bien tout ce qui est oversize, ce genre de choses. Et ben ça, c'était genre mon truc numéro un. Je voulais absolument que le tissu soit épais et que la coupe soit relativement oversize. Surtout que moi, je faisais du streetwear, donc c'était pas non plus c'était quelque chose qui s'y prêtait bien. Mais c'est des tests qui te coûtent des sous, mais qui vont t'en rapporter plus tard. Là, par exemple, lorsque moi je fais des bêta-tests, tous les bêta-testeurs ont un booster gratuit. Tous. Donc en fait, sur 3000, 3000 bêta-testeurs, je te laisse faire le calcul, 3000 fois 8, ça fait des ronds, tu vois, que j'ai perdu, tu vois. Mais en fait, si j'avais pas fait ces bêta-tests, peut-être que derrière, personne n'aurait joué à mon jeu, personne n'aurait été intrigué par ce que je faisais. Et surtout, en fait, il faut se dire que on est des êtres humains et un mec qui vient, qui te dit, ouais, teste mon jeu et je t'offre un truc, bah en fait, ça va rester dans ta tête. Tu vois, c'est un peu aussi un coup marketing déguisé, entre guillemets, parce que moi, en fait, je sais que actuellement, lorsque je me déplace en boutique ou lorsque je fais des conventions, ce genre de choses, à partir du moment où la personne joue au jeu et voit les cartes, il y a de fortes chances que derrière il achète simplement parce que il a testé un truc gratuitement. Tu vois, je me suis occupé de lui, tu vois, comme un beau petit bébé, tu vois, genre je me suis occupé de lui au travers de coup des bêta tests. Surtout que c'est même pas le but du jeu, c'est même pas de vendre derrière, c'est surtout d'avoir leur retour. Mais lorsque les gens voient que on s'intéresse à eux, on s'intéresse véritablement à ce qu'ils pensent, en fait, derrière, je pense que ça va être psychologique, tu vois, mais ils sont plus à même à consommer derrière et à revenir lorsqu'il y a des bêta-tests. Moi, j'ai des mecs, j'ai un mec en particulier qui a fait toutes les bêta-tests. Quand je te dis toutes, il les a toutes faites. Donc on pourrait se dire, ouais, le mec, il a fait toutes les bêta-tests, donc il y en a eu trois, donc il a eu trois boosters gratuits et il est reparti et puis c'est tout. Mais en fait, non, parce que ce même mec-là, il était jeune, tu vois, donc il avait 16-17 ans, tu vois. Et il m'a dit que le jour où il a eu sa carte bleue, ben, il m'a acheté 4 displays. 4 displays, ça fait des ronds, tu vois. Et en fait, tu te dis que des mecs qui, du coup, au départ, te coûtent des sous, tu vois, vis-à-vis de tests qui peuvent, du coup, être fructueux comme infructueux. Hein. Il y a des tests qui m'ont rien appris. J'ai une bêta test qui m'a absolument rien appris. Ça m'a juste permis de confirmer ce que je savais déjà, donc c'est super, mais ça m'a rien appris derrière. Mais donc on pourrait dire que j'ai perdu des sous, mais derrière en fait je crée une sorte de communauté, je fidélise des personnes qui étaient intriguées par le projet et qui sont finalement dans le projet une fois qu'ils ont commencé à consommer les produits. Et je trouve que c'est pareil avec les mangas en règle générale. Quand tu regardes, les gens ils font beaucoup de one-shot, beaucoup de tests, beaucoup de pré-release, ce genre de choses. Et en fait, ça leur permet de tester une histoire, de tester un personnage et de jauger par rapport au retour des lecteurs. Si oui ou non on garde ce personnage, si oui ou non on garde cette histoire et de voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Il faut se dire qu'en entreprise, enfin, du moins ma vision de l'entreprise, c'est exactement pareil. Il faut se dire que le client final, c'est le personnage principal. Moi, je suis juste le mec qui fait en sorte que ce qu'il a entre les mains, c'est exactement ce qu'il voulait. Eh bien, super.
J'allais justement faire le parallèle avec les auteurs et Ouais, en particulier avec les petits auteurs. Quand je dis petits auteurs, les jeunes auteurs qui n'ont pas encore ouais, publié, etc., je leur fais un clin d'œil. Comme tu dis, il faut publier, il faut tester avec le il faut public. faire. Ah, il faut faire. Il faut faire à fond, faut pas hésiter à aller sur Manga Draft, faut pas hésiter à mettre des planches sur les réseaux, même si le regard des autres fait que au début c'est difficile. Franchement, faut pas hésiter. Faut pas hésiter parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à percer entre guillemets, tu vois. Et même si au départ on se dit, enfin tout auteur se dit que le Graal c'est d'être édité. Mais il faut se dire qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien sans être édités. Il y a des gens qui aussi au départ voulaient être auteurs et qui sont finalement devenus juste hein, entre guillemets, hein, euh, illustrateurs qui vivent via un Patreon et qui vivent aisément grâce à ça. Il y a des illustrateurs qui sont devenus du coup dessinateurs pour des séries. Enfin vraiment, il y a des histoires magnifiques à voir. Mais si en mais pour vivre ce genre d'histoire, faut vraiment pas avoir peur de se montrer, surtout dans le domaine de l'art. Donc n'hésitez pas à tester des trucs, même si c'est moche, même si dans votre tête c'est moche, il y aura bien un mec qui trouvera ça joli et qui sera intéressé. Donc faut bombarder quoi. Ou au pire, qui fera des retours. Au pire, qui fera des retours, c'est clair. Et il faut pas avoir Et peur de se prendre des mauvais retours. Hein. Ça, ouais, faut se dire, c'est même le plus important. Hein. Un mec qui te dit ouais c'est bien, on s'en fout. Mais un mec qui t'explique pourquoi c'est pas bien, ça c'est important. ouais. 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 Est-ce que toi, du coup, peut-être question bête, mais comment ça se passe pour le transport, etc. Après, derrière, quand ça. Ben, nous, au niveau du transport, ça va dépendre de l'urgence, entre guillemets. C'est-à-dire que, déjà, faut se dire que pour la production d'une génération, en règle générale, on est sur deux, 2 mois et demi, 3 mois d'impression. Donc ça, c'est juste pour lorsqu'on a tous les fichiers, lorsqu'il y a tout qui est bon, lorsqu'il y a tout qui est carré, on a 2 à 3 mois d'impression. Donc, comme je t'ai dit, il y a plusieurs couches, ce genre de choses, donc c'est relativement long. Et une fois que ça c'est fait, tout va partir du coup d'Asie. Donc soit ça part en bateau, ce qui est moins cher mais plus long, soit ça part en avion, ce qui est plus cher mais du coup moins long. Donc moi ce que je fais en règle générale c'est que je fais un peu des deux, c'est-à-dire que je fais en sorte d'avoir 50% du stock qui part en avion et 50% qui part en bateau. Ça me permet d'avoir les produits plus rapidement pour plus rapidement pouvoir les envoyer aux personnes qui ont précommandé. Par exemple, pour la Gen 3, c'est ce qui va se passer. Et surtout pour avoir les cartes plus tôt que si je les passais que par bateau. Comme ça, au moins, je peux directement commencer à essayer de les vendre en convention ou sur mon site. Et après, c'est moi qui m'amuse à faire de la manutention avec la réception des produits. Donc, faut se dire que c'est ça qui est aussi qui fait peur un petit peu, c'est que lorsqu'on passe commande chez eux, on reçoit tout ça sur des gros cartons. Chaque carton fait en moyenne une trentaine de kilos, tu vois. Et ouais, entre 20 et 30 kilos, je dirais, quelque chose comme ça. Et du coup, ça vient sur palette. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un truc où tu te dis, ouais, le mec, c'est agroalimentaire, quoi. C'est colossal. C'est vraiment très très gros. C'est impressionnant. Au début, moi, ça me faisait peur quand je voyais arriver. Surtout qu'à l'époque, j'avais un autre appart encore plus petit. J'étais dans un studio, donc laisse tomber. Il y avait des produits de partout. Vraiment, vraiment de partout. Genre même plus que là actuellement. Et Dans le garage ou... ben là maintenant j'ai une cave saine, tu vois, genre qui est bien sécurisée, qui est bien sèche et tout, tu vois, donc les produits sont carrés dedans. Mais il faut se dire que et j'ai un bureau aussi. Il faut se dire que tout mon bureau c'est café de produits. Là peut-être tu vois, mais tu sais tout ce qui est carton là, tout ça c'est des produits. Là à ma gauche il y a une armoire qui va jusqu'au plafond, ben aussi c'est que des produits. Et dans mon dans ma cave, pareil, j'ai à peu près, je dirais 12 mètres carrés de cave, mais tu mets pas un pied dedans. Tu mets pas un pied dedans parce qu'il y a des produits de partout, quoi. Et quand ça arrive du coup sur palette, faut se dire que je dois tout caler quelque part. Donc c'est vraiment et c'est là le gros souci de bosser avec des grosses boîtes comme ça, c'est qu'en fait ça fait peur dans le sens où en une commande, je passe le stock de à peu près ouais, un an, un peu moins d'un an selon les produits, tu vois. Donc c'est-à-dire que, on va dire un an pour que ce soit plus simple, c'est-à-dire que je passe commande une fois d'un certain produit.
si ce produit-là ne fonctionne pas, je vais l'avoir sur le dos pendant des années. Parce que j'ai une telle quantité que si ce produit-là ne marche pas, ben, je vais l'avoir sur le dos quasiment jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Parce que ah, mais c'est vrai, parce que c'est des quantités colossales. Moi, je te dis ça ben, d'expérience déjà, parce que déjà à l'époque, j'avais fait, quand je faisais des vêtements, j'avais fait, quelle connerie, je te jure, j'avais fait des masques pour le Covid. Mais sauf que le temps, comme je t'ai dit, est pareil, à peu près le même processus de travail. Le temps que le produit arrive, le confinement il était terminé, presque le masque ça servait plus à rien, tu vois. Donc je me suis retrouvé avec presque ouais ouais presque 1000 masques sur le dos et je savais pas quoi en faire, donc du coup je les offrais, je les faisais dans des commandes et tout comme ça, c'était très drôle. Mais c'était drôle parce que j'avais décidé que c'était drôle, sinon j'ai juste perdu les sous, quoi. Et là actuellement un des produits que j'ai le plus de mal à vendre, et je sais que j'aurai pareil j'en referai pas pendant un bon moment, c'est les Playmats. Les Playmats, pareil, c'est une autre entreprise, c'est pas la même qui fait les cartes, c'est pas la même boîte qui fait les cartes que la boîte qui fait les Playmats. En tout, j'ai 4 fournisseurs différents pour tous les produits que je fais. Et celle qui me fait les playmats, pareil, le MOQ, donc Minimum Order Quantity, il était de 1000. Donc du coup, j'ai 1000 playmats. Mais je pense que depuis que j'ai lancé Aniki, donc du coup, ça fait un an, ouais, j'ai dû en vendre 200-300, tu vois. Donc 200 par an à peu près. Donc, ben, ouais, c'est ça, 200 playmats par an. Donc je sais que je vais l'avoir pendant encore 4 ans, quoi, le truc Hmm. minimum, tu vois. Et c'est ça aussi qui fait un peu peur lorsque tu es obligé de bosser avec des grosses boîtes. C'est Bien sûr. que tu peux très très vite couler une boîte si tu fais pas attention à ton stock. Mais en même temps, si tu commandes pas beaucoup, ben, le produit est plus cher parce qu'en fait il y a une sorte d'économie d'échelle. Plus Bah, tu bien sûr. commandes en quantité, plus le produit va être, enfin moins le produit va être cher. Donc en fait, tu es un peu obligé de jouer le jeu avec eux, de prendre certaines quantités et de croiser les doigts pour que le produit plaise, pour dire que ben, déjà le produit se vend et derrière je peux vivre de ce que je fais. T'as une plus grande marge. Ouais. Et c'est Ouais, pareil dans le manga, et à contrario, ouais, si tu fais pas beaucoup de stock, bah, c'est cool parce que t'en as pas trop, et bon, si t'as des difficultés, bah, ça va. Mais si ça se vend très bien, et ben derrière, t'es obligé de réimprimer, de refaire du stock c'est ça. assez vite, et donc creux des délais et tout ça. Venons-en à l'argent, c'est ce qui intéresse tout le Mhm. monde, non? Bah oui, Non, on te voit énormément, évidemment, en convention, sur les réseaux sociaux aussi. Là, ça fait quand même, si on prend un peu de recul, ça fait quand même pas hyper longtemps non plus que tu t'es lancé sur le manga non. français. T'es qu'à 2 générations, comme tu nous disais, 2023-2024. Ouais, On te voit donc énormément en convention et sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que maintenant tu peux en vivre? ouais, ouais. Pour être franc avec toi, je pouvais déjà en vivre dès le moment où j'ai lancé la génération 2 du manga français. C'est-à-dire que à partir de juillet 2024, je pouvais déjà en vivre, mais j'ai toujours eu deux travails dans ma vie, toujours, quoi. C'est-à-dire que je commençais à bosser à 16 ans, je bossais je faisais des gages en maçonnerie, tu vois, le week-end. Donc en fait j'avais l'école et la maçonnerie. Après quand j'avais sur le coup de 18 ans, quand j'ai eu mon permis à 20 ans, bah, du coup j'avais deux travails. Et là en fait du coup ben, mon rythme faisait que ben, je continuais à avoir deux travails. Sauf que, et tant mieux dans un sens, je me suis fait virer de mon job. Je me suis fait virer de la boîte à laquelle je bossais quand je bossais avec Casino. Et du coup, ben, ça On les m'a... salue. Ouais, c'est clair, on les salue, mais carrément on les salue, parce que sans eux, certainement qu'il n'y aurait pas eu tout ça, hein. Parce que c'est le fait qu'ils m'aient viré, et que ben, du coup je me suis dit, mais attends, en fait, bon d'accord, ils m'ont viré, ben, en fait, quand je regarde mes comptes, quand je regarde ce qui tombe tous les mois, je me dis qu'en fait, ouais, non, c'est pas déconnant de vivre que de ça. Et c'est ce qui m'a un peu fait me réaliser que, ben, tu sais quoi, vas-y, on va faire un test. Encore une fois, le fameux test. De juillet jusqu'à décembre, je cherche pas de travail et je vois ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'arrivais à me sortir mon petit salaire, à payer mon, mon loyer, mon essence, tout ça. Et puis, un an et quelques après, je suis toujours là, je suis toujours en vie. Donc voilà, c'est un peu ça, comment ça s'est passé, quoi. Ok.
Et ce que je pense qu'on peut se souhaiter maintenant, c'est d'avoir assez pour prendre un local pour stocker Ouais. justement tous ces stocks qu'il y a. Ça serait très bien. Là, pour être franc, l'objectif perso que j'ai, c'est de m'acheter une maison avec ma femme. Et que dans cette maison, il y ait soit un gros garage, soit un gros bureau qui me permettent justement de stocker tout ça ailleurs que littéralement là, tu vois. Donc ouais, c'est un peu le projet qui arrive et que j'aimerais qu'il se concrétise l'année prochaine. Et bon, on te le souhaite. L'année prochaine, Merci. ce serait magnifique, à court terme. Ça, ça serait très très bien. Ça serait très très bien. Aujourd'hui, tu viens de lancer donc la génération 3. Comment Yes. tu l'as préparée et quelles sont les nouveautés? Alors, comment je l'ai préparé? Un peu comme les générations précédentes, mais en plus plus. C'est-à-dire que je me suis formé sur la création de contenu, donc toutes mes vidéos là qui viennent d'arriver depuis les quelques mois qui arrivent, j'ai été accompagné sur ces créations-là. Donc du coup, ce qui a fait que les vidéos sont de meilleure qualité, donc ça attire plus de monde. Je fais énormément de conventions, mais genre une façon, genre en moyenne, je suis à sans compter les mois creux comme le mois de juillet, enfin les mois d'été, hein. En août, il n'y avait rien, en juillet, il n'y avait rien non plus. Je tourne ouais, entre 2 et 3 conventions par mois, donc quasiment toutes les semaines, je suis en convention. Donc du coup, je parle énormément de la génération 3. J'ai fait des collaborations avec Vogt pour parler de la génération 3. Ça aussi, c'était fou. Vogt, c'est une plateforme de vente de cartes et autres en ligne, mais c'est très connu pour les cartes. Et en gros, tu achètes tes produits aux enchères et c'est sous forme de live. Donc c'est comme des live TikTok, entre guillemets, tu vois, mais c'est sur une plateforme dédiée et c'est relativement connu, c'est même très connu. Et on a fait une carte en live avec eux, donc ça a vraiment fait un peu le buzz, ça a vraiment bien marché. J'ai fait des publicités, donc du coup tout ce qui est AdWords, tout ça, du coup vu que c'était ma formation de base, je m'y connais un peu, même si je suis toujours un peu obligé de me former à gauche à droite parce qu'il y a des nouveautés un peu tout le temps. Mais donc du coup j'ai bombardé sur ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait appel à des animateurs, enfin à un animateur 2D pour faire le trailer du coup de la Gen 3. Très cool. D'ailleurs le trailer, je suis très content d'avoir bossé avec lui. C'est un type qui bosse avec Ankama, qui a bossé avec d'autres projets de films aussi, d'animation. Donc je savais que ça allait être du bon taf. Et après, bien sûr, le plus important, c'était du coup tout le mois de la précommande. Parce qu'il y a vraiment il y a deux phases. Il y a vraiment tout le teasing. Donc pendant un mois, je vais énormément te parler de la précommande. Donc en fait, la précommande, c'est une précommande. En fait, c'est les gens achètent les produits avant qu'ils soient produits. Donc en fait, il faut que les gens aient assez confiance à la boîte et au produit pour dire que ouais bon je vais mettre des sous dans ça et je suis sûr que dans quelques mois je vais avoir ces produits là. Donc c'est vraiment une période très importante où en fait on va rassurer le client potentiel un maximum pour faire en sorte que qu'ils se disent bon je vais mettre des billes dans ça mais je suis sûr de l'avoir. Donc c'est pour ça aussi que ma présence en convention est très importante parce que du coup il me voit aller à Paris, il me voit aller à Bruxelles, il me voit retourner à Marseille, Toulon, Lyon, tout ça, ce genre de choses. Et en fait, ils sentent que c'est un projet qui a de l'ambition, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va aussi de plus en plus être présent en boutique. Donc ça aussi, tu vois, ça a créé un petit peu de la valeur ajoutée. Ça crée surtout une sorte de... ça rassure en fait les personnes qui vont précommander. Donc tout ce travail-là pour rassurer la personne, ça c'est en amont. Et après, au moment du drop, là c'est les publicités à fond, c'est les posts en collaboration avec les auteurs. Du coup, hein, tu sais de quoi je parle. C'est des vidéos explicatives sur comment est-ce qu'on joue, c'est des coups marketing où t'expliques que ça va durer que un mois parce que du coup les précommandes ça ne dure qu'un mois, donc il y a cet effet de un peu de rareté, d'urgence qui fait que derrière potentiellement le mec il va être plus à même d'acheter. C'est énormément de SAV, parler avec les gens, parler sur Discord. J'aurais aimé faire plus de live pour parler du projet, mais j'ai pas forcément pu. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je me suis préparé pour faire ces précommandes de la Gen 3, sans parler bien sûr de tout le travail qu'il y a sur les cartes, quoi.
Et par rapport aux cartes, justement, du coup, tu me parlais de nouveautés. Alors déjà, la nouveauté, c'est qu'il y a énormément d'auteurs. Rien que chez l'Acadé, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'auteurs. On a pas mal de jeunes créateurs. Harry P, par exemple, il y a Layan, il y a Aka aussi qui est exceptionnel, qui font vraiment un travail de fou. Dat qui fait un super bon travail. J'en ai déjà parlé, mais Romain Buzz, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Il y a quelques têtes qui reviennent. Je pense à Kari, je pense à. Il y a Kari, il y a Dako, il y a Erwan qui revient, il y a Elio avec Dragon Ball Kakume. Ça, les gens sont extrêmement hype par rapport à ça et je t'avoue que moi aussi. Euh, et en fait, toute cette multitude d'auteurs fait que ben, déjà c'est beaucoup plus compliqué à gérer que deux maisons d'édition. Je pense, ben, par exemple, avant, quand pour la génération 2, en tout j'en avais 4. J'avais donc 4 quatre contacts pour tous les auteurs. C'est-à-dire que putain, comment ça s'appelle déjà? Konkuru, K-Génération, j'avais Doshin et j'avais Cool Books. Donc ça fait 4 maisons d'édition pour tous les auteurs pour 2 générations. Là, je peux même pas te dire combien j'ai de contacts. Je peux même pas te dire parce que ça peut partir comme des gens qui viennent de chez Glénat, genre ben, comme du coup Louis. Il va y avoir toi aussi avec l'AKD. Il va y avoir des gens comme Stark qui eux ben, du coup sont à leur compte. Donc du coup je suis obligé d'être en direct avec eux. Il y a des mecs qui font du webtoon. Il y a vraiment il y a énormément de gens. Et du coup ben, gérer toutes ces personnes là c'est un peu compliqué. De toute façon tu as dû le voir. Je suis pas très réactif quand tu m'envoies des messages. Parce que du coup, je suis vraiment pris à gauche, à droite. Donc ça, c'est une vraie nouveauté du moins pour moi. Et après, au niveau de la carte en elle-même, il y a vraiment de très très belles nouvelles choses. Déjà, toutes les cartes R ont été retravaillées, pas au niveau du design, mais au niveau du rendu de la carte. Il va y avoir des effets 3D dessus, donc sur toutes les cartes, que ce soit à l'avant et au dos. On a une nouvelle rareté. Et ça, je suis très très content. C'est les cartes prisme. Donc en gros, c'est des cartes qui auront un effet holographique différent et un traitement sur la carte différent. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir, de toute façon, je peux même pas trop spoil, mais lorsque vous aurez une carte prisme en main, vous allez capter à quel point c'est différent. Genre, vraiment, c'est même pas pour faire le mec, je te jure. J'ai vu les prototypes. Les prototypes mettent déjà KO beaucoup de monde, tu vois. Et là, le produit fini qui va arriver, je suis sûr que ça va tout casser. Genre, vraiment trop bien. Et en termes de truc qui va tout casser aussi, et c'est certainement le truc qui me coûte le plus cher, c'est qu'on va faire des cartes signées et numérotées. C'est-à-dire que toutes les cartes, peu importe la rareté, donc même les cartes basiques, nous c'est des cartes normales N, mais pour que tu aies une idée, c'est des cartes trainer chez Pokémon, tu vois. C'est vraiment des cartes basiques de chez Basique, genre des cartes énergie, tu vois. Même ces cartes-là, tu auras la possibilité de la drop en signé et numéroté. C'est-à-dire que chacune des cartes seront imprimées et 10% de toutes ces cartes-là auront du coup une chance d'être dédicacées par l'auteur, donc par la personne qui a fait le dessin, et numérotées. Donc en gros, si tu as la carte 1 sur 100, ben, tu as la numéro 1 sur 100 et tu sais qu'il n'y a que 100 cartes numérotées de cette version-là. Et ça coûte cher. Oui, C'est- oui. Ah, Oui. en fait, juste ça, ça a doublé le coût du booster. Ah bon. Donc du coup j'ai été obligé de faire des concessions sur certaines choses. Mais rien que ça a doublé le coût du booster. Mais peut-être que ça va doubler Et la popularité de ces cartes. écoute, que je sais pas qui, mais qu'il s'entende et que ça fasse que ça fonctionne. Ouais. Parce que c'est... Et donc, dans cette dernière génération, on va trouver de nouveaux mangas français, comme tu disais, mais aussi donc ceux du Yes, Keep on Dream. Comment yes. tu nous as découvert? Keep on Dream, on m'a parlé de vous. On m'a parlé de vous, c'était très drôle parce que du coup, pour t'expliquer, moi à Nikki, ça fait longtemps que je veux que ça rentre en boutique. Il y en a quelques-unes qui sont, il y a quelques boutiques qui vendent du Aniki et il y en avait une sur Montpellier. À l'époque, c'était, maintenant elle a changé de nom, donc je me souviens plus, mais bon, elle s'appelle Ryan, donc bon, si elle passe par là, elle saura que je parle d'elle. Je vois qui c'est. Et ah ben voilà, ben elle m'avait parlé de Gogo Golden Voice. Et déjà le nom du manga ça m'avait fait rire parce que du coup ça fait GGGG, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouvais ça rigolo. Et du coup j'ai connu Keep on Dream grâce à elle. Et du coup ben, je me suis commencé à m'intéresser un peu. J'ai lu ce qu'il y avait de disponible sur internet.
Et franchement, ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que la semaine qui a suivi mon abonnement sur Insta, je vous ai envoyé un message et on a commencé à discuter par rapport à ça. Moi, j'ai très très vite kiffé ce que vous faisiez. Et en plus, je connaissais déjà Mimo de Dom. Je savais, donc il faisait partie des auteurs que j'aurais aimé avoir. Et quand j'ai vu qu'il avait signé chez vous, je me suis dit, ah non, c'est même pas la peine. Faut absolument que je leur envoie un message. C'était sûr à 12 000% que je voulais absolument faire un truc avec vous. Et puis ça s'est fait très rapidement ensemble, hein, même entre nous, tout s'est fait très très comme de l'eau de source, quoi. Donc c'était vachement cool. Et là, on espère que t'es pas parti. En tout cas, je sais pas si t'es en mute, mais je ne t'entends pas. Ah, j'ai mis le micro au mauvais moment. Est-ce que t'entendais mon clavier juste avant? Non, j'entendais pas ton clavier. Bon, j'ai appuyé deux fois sur le T'inquiète. truc. Et ben merci, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que tout a coulé rapidement, ça s'est mis en place. Ouais, mais c'est agréable de bosser avec des gens un peu comme toi, comme toute l'équipe finalement. Tu sens que c'est des passionnés et des gens qui veulent faire quelque chose, pas juste des gens du coup, qui sont juste passionnés, tu vois. Genre, Ouais. il y a un aspect professionnel derrière la passion et c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup chez vous et même en règle générale chez les gens avec les gens avec qui je bosse. Donc c'est vraiment cool, quoi. Merci beaucoup. Et donc ensuite, qu'est-ce qui est mis en place justement avec la maison d'édition et avec nos auteurs? Avec vous, putain, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Déjà, bon, sans parler même de la création des cartes qui ont été, du coup, qui sont très bien passées. On a, du coup, je vous ai fourni tout ce qui est gabarit pour faire en sorte que les cartes rentrent bien dans les cadres. On a fait des publications ensemble. Et surtout, un truc qui va arriver, prochainement. C'est que j'ai la quatrième de couverture du coup du cadet qui arrivera. Et du coup, c'est trop bien parce que ça me permet de faire de la pub, d'avoir un objet, comme on disait tout à l'heure, un objet vraiment de superbe qualité et de me voir sur la quatrième de couverture d'un ouvrage comme le tien. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc ouais, ça fait et ça c'est quelque chose qu'on a fait vraiment que avec la KD. On n'a jamais, c'est une première pour moi. On n'a jamais fait de d'action marketing dans ce sens-là. Et franchement, je suis grave content. Je suis grave content. T'es encore en mute. Ah, punaise. Je disais que nous aussi, on n'a jamais fait ça, c'est la première fois également. C'est trop cool. Donc c'est super. Mm. Bon, bah, on a très très hâte que les gens découvrent toutes ces cartes. En plus, ce qui est génial, et ce qui nous était magnifique, c'est que tu nous as dit, bah, je prends tous vos auteurs. Qu'ils soient Ouais, publiés en papier ou publiés pour ouais, l'instant que ouais. sur Internet, je prends tout le monde, et puis on y va. Tout le monde a des lecteurs, des communautés qui les suivent, etc., qui lisent leurs mangas, donc c'est parti. Donc nous, c'est génial, c'est un truc qu'on a pu faire avec tous les auteurs, que je remercie d'ailleurs s'il y en a qui écoutent ce podcast. Parce Carrément. qu'ils ont tous été très réactifs et puis Ils ont ont surtout tout tous envoyé. joué le jeu à 100%. Ouais, Quand tu regardes un peu le travail qu'ils ont fait, il y en a qui ont fait qui ont d'abord travaillé en papier puis en digital parce que du coup moi je préfère bosser avec du digital et tout. Ils ont tous joué le jeu à 100%. ouais. Il n'y a pas une seule illustration qui est faite à la va-vite. Franchement vous avez tous fait un travail de fou et même moi si vous passez par là, tout le monde, franchement merci. Et j'espère vraiment que les cartes vont vous plaire et que j'arriverai vraiment à retranscrire ce que vous avez voulu faire via vos artworks, quoi. Les illustrations sont dingues, les cartes vont l'être. En plus, nous, on a Goto chez nous, qui est l'auteur de Nodoka, qui est un grand Ouais. collectionneur de jeux de cartes. Et puis, Oui. du coup, quand on a annoncé la collaboration, il me dit, mais moi, j'ai tout. Aniki, faut qu'on fonce sur ce projet-là, parce que je connais déjà, j'ai tout, j'ai trop hâte d'en faire Oui, plus. ça m'a fait rire. Ça m'a fait très rire. Ouais. Quand je l'ai rencontré, c'était à Tours, à la Ouais. Japan Tour. Quand on s'est rencontré, quand il m'a expliqué du coup que je connaissais et tout, mais en fait je joue à Magic, je collectionne tout ça, et au fur et à mesure je voyais ses yeux qui brillaient. Je me dis ah ouais non mais trop bien, tu m'étonnes que les cartes soient cool. Quand t'as des gens comme ça qui t'accompagnent, c'est du pain béni quoi. Donc non c'est trop bien. Est-ce que toi, il y a une carte que tu préfères parmi toutes celles qui vont arriver? Parmi toutes celles qui vont arriver, une carte que je préfère. En fait, il y a des cartes que j'ai adoré bosser avec. Plus que. En fait, préféré, c'est trop compliqué de dire préféré parce qu'en vrai, j'aime toutes les cartes. C'est même pas pour faire. Tu vois, il y a même des cartes N. Il y a 12 art.
D'ailleurs, j'espère que je dis bien son blaze parce que j'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu dire son blaze. Lui, il m'a fait, en plus de ses cartes sur ses personnages, il m'a fait des cartes N, donc des cartes normales. Mais c'est trop con, c'est des cartes où tu vois un personnage en train de faire un château de cartes, tu vois. Mais je trouve que l'expression sur son visage est tellement drôle que j'adore cette carte. Après, Mimo, il a fait une carte de fou. Golden Voice aussi, elle est folle sa carte. J'aime vraiment toutes les cartes en règle générale, même des gars que je connaissais pas trop, tu vois, genre par exemple, je pense à Harry P. Harry P, il m'a fait des cartes exceptionnelles. C'est l'une de mes cartes que j'aime le plus, avec laquelle j'ai le plus aimé travailler, c'était la sienne. Après, il y a aussi Sabius Edition qui ont fait des cartes qui sortent un peu du lot avec un style un peu proche de la BD, même du comics plus que du manga. Donc c'est un truc un peu heroic fantasy à la Berserk, tu vois. Donc pareil, j'ai grave kiffé bosser avec ça. En fait, j'ai du mal à dire. Tu sais, c'est comme si tu demandais à ton père, je sais pas si t'avais un frère et soeur, mais c'est comme si t'allais lui demander si tu préférais toi ou ton frère, tu vois. C'est impossible à dire, c'est impossible. Donc, Ouais, mais là, t'as trop d'enfants, là, maintenant. ouais, là c'est fini. Il y en a rien que pour la première, il y a 206 enfants, 205 enfants. Tu vois, je te dis pas les, Ouais, quel travail. je, je te dis pas la rentrée, hein. Là, c'est la galère. Eh bien, écoute, Axel, merci beaucoup pour tes Merci réponses à toi. et ton partage d'expérience. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les lecteurs? Un dernier mot pour les lecteurs, ben foncez lire l'AKD, intéressez-vous, je vous en prie, au manga français. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que One Piece et Jujutsu Kaisen dans la vie, même si c'est très bien. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de surprises que vous pouvez avoir en lisant du manga français et avec ce que fait j'allais dire Romain, mais je sais pas si je peux dire ton blaze, mais je le dis, on s'en fout. Maintenant, Mais avec ce tout le que, monde le connaît maintenant. c'est bon, si tout le monde le connaît. Donc avec le travail que fait Romain et toute l'équipe de l'Acadé, vous avez vraiment de quoi manger, de quoi bien manger. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu du Shonen Jump. Vous allez trouver pas mal de choses.